Vous pensez prendre des décisions rationnelles et logiques, vous vous trompez. Notre cerveau est truffé de pièges invisibles qui influencent nos choix et souvent notre insu, Julien. C'est vrai? C'est vrai. Oh la vache. Ces pièges, ce sont les biais cognitifs. Ils peuvent littéralement saboter la prise de décision stratégique dans l'entreprise. Aujourd'hui, on met carte sur table et on démonte les 5 biais cognitifs les plus percutants qui bloquent votre prise de décision. Bienvenue dans Cartes sur table, le podcast qui vous aide à y voir plus clair pour prendre de meilleures décisions. Donc moi, je suis Julien et je suis accompagné aujourd'hui de Sabine qui nous fait des super épisodes sur l'organisation, la structuration des process, mais pas que. Mais pas que, puisque Parce que, le recrutement est revenu sur la table. voilà. Et Jean-François, notre expert en RH et en capital humain. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un ennemi invisible, mais redoutable. Les fameux biais cognitifs qui truffent et qui piègent nos prises de décision. Alors, avant d'aller explorer ce formidable sujet, eh bien, abonnez-vous sur la plateforme où vous nous écoutez, abonnez-vous sur YouTube, mettez-nous 5 étoiles. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Et quand on voit le nombre de petites cloches qui se mettent à sonner, eh bien, surtout, ça nous fait plaisir et ça nous dit qu'on est dans la bonne direction. Parce que pour un objectif de faire grandir notre communauté, eh bien, le nombre d'abonnés, c'est un formidable indicateur. Et j'en profite pour dire que n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires sur les vidéos. On sera un plaisir de répondre, soit Jean-François, soit Sabine, ou soit moi. Alors, pour aujourd'hui, les biais cognitifs. Selon le prix Nobel d'économie, je ne dirai pas son nom, tu le diras. Bon, allez, Daniel Kahneman. Voilà, 95% de nos décisions sont influencées par les biais cognitifs. Et donc, il a une citation qui est assez inspirante. Ce n'est pas parce qu'on ignore un biais qu'il cesse d'exister. Tout ça, ça piège, ça déforme notre prise de décision. Je sais que Jean-François, toi, t'es tombé dans la marmite. Ah, je suis tombé amoureux, moi, avec quand on a fait tombé amoureux des biais cognitifs quand on a été au salon HR Technologie et j'ai découvert, en fin de compte, l'importance que peuvent avoir les biais cognitifs sur nos prises de décision. Et Alors, vraiment, je te coupe 2 secondes, mais allez écouter le formidable interview qu'on a fait de vous deux sur le salon HR, une petite rétrospective de ce que vous avez vu et des tendances pour 2025 et 2026 un peu. Donc allez, au montage on mettra un petit truc en haut, soit là ou soit là, je sais pas trop, mais on mettra un truc. peut-être là aussi, hein. Non, ça c'est pour abonnés. Ah, c'est pour les abonnés. Oui, pardon. c'est pour les abonnés. Donc du coup, c'est quoi en fait un biais cognitif, Jean-François? C'est une distorsion systématique du raisonnement. C'est-à-dire que il influence nos décisions sans qu'on s'en aperçoive. Ok. Ça peut amener à des jugements de manière inconsciente. C'est-à-dire que on croit prendre une vraie décision, mais finalement, une première impression peut amener à un premier jugement qu'on pense nous pas un jugement, à une vraie prise de décision, mais finalement c'est comment dire? C'est une décision qui est déviée, enfin, voilà. Elle est biaisée en Elle est fait? biaisée, exactement. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif, c'est ça. Ok. Toi, Sabine, tu as déjà eu l'impression de tomber dans des biais cognitifs? Surtout dans le recrutement. Ouais. Malheureusement, en fait, c'est ce parle souvent d'instinct. Quand on est sur le recrutement, on le sent ou on le sent pas, et en fait, c'est très clairement des biais cognitifs qui nous incitent à prendre une décision ou pas en fonction de ce que l'on ressent. Et dans le recrutement, c'est effectivement, moi, avec le recul, je m'aperçois que j'ai souvent fonctionné comme cela. Soit pour des problématiques, le candidat me convenait pas pour même s'il avait les compétences, le ressenti sur la personnalité. Mmh. Je me bloquais tout de suite, j'allais pas creuser un peu plus. Ou des fois, il y avait la personnalité et pas les compétences. Des choses que tu allais chercher, des Justement, non, je choses me bloquais tu te bloquais parce que tu avais pas l'info que tu voulais? parce que je restais sur un premier avis,
1er ressenti ou 1er, ouais, c'est ça, 1er ressenti que j'avais, sur une candidature alors que j'aurais pu creuser un peu plus, ça m'empêchait de prendre la décision de creuser, en fait. Et toi, Mmh. Jean-François, ça t'est déjà arrivé? Oui, oui, ce que décrit, Sabine, moi, ce que je disais, c'est: «Ouais, ça va se faire ou ça va le faire ou ça va pas le faire». Mmh. Et donc c'est ce qu'on peut appeler ça le biais de confirmation, c'est à un moment donné, ça nous raccroche à une croyance que si la personne, elle arrive, je sais pas en croisant les bras, sans prendre de notes, on va se dire: «Ah ouais, donc s'il prend pas de notes, pendant l'entretien, il va pas en prendre, donc quand on va le former». C'est la première impression qui, dès un moment donné, hop, ah ouais, on sent que ça va le faire ou va pas le faire par rapport à des croyances Mmh. et qui sont pas, objectives, hein. Parce que finalement, peut-être qu'il prend pas de notes parce qu'il a pas envie de prendre de notes, qu'il veut vraiment écouter et qu'en fin de compte, il va très bien faire le job. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce que là, tu parles du mot croyance. Mmh. Très souvent, les gens disent: «Ouais, mais je le sens pas» ou il y a cette espèce d'intuition. Le Moi, feeling, hein. le Mmh. feeling, mais le feeling, il est lié à quoi? Eh ben, il est souvent lié à, eh bien, ce biais cognitif de confirmation, en fait. Cette tendance à privilégier une information qui vient confirmer notre croyance, en fait. Ça vient vraiment étayer notre raisonnement interne. Alors, rappel, hein, une croyance, c'est ni vrai ni faux. Mmh. C'est un point de vue donné sur une situation donnée et qu'on décide d'y mettre plus d'importance. C'est-à-dire que on va avoir des choses qui vont nous limiter, nous tirer vers le bas, et des choses qui vont nous porter. Et en fait, tout ça, ça tourne derrière nos croyances. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a la surestimation. Mmh. Alors celui-là, c'est lequel, Jean-François? Ah, c'est celui, ben, c'est surestimation des compétences pour les personnes, les moins compétents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se croit plus, voilà, plus compétent qu'on est, mais en fin de compte, voilà, c'est difficulté de voilà, Mmh. on croit être ce qu'on n'est pas, finalement. Et ça, on le rencontre beaucoup, Mmh. beaucoup dans le recrutement. Alors, mmh, certains confondent, le biais des Surestime. confirmations Mmh. avec, la confiance en soi, en fait, j'ai remarqué. Alors que j'ai eu des candidats qui se sont surévalués, parce qu'ils avaient besoin de ça pour réussir à passer l'entretien. Alors que quand, effectivement, on allait à nous un peu plus profondément dans l'entretien, on s'apercevait que ce qu'ils nous disaient, ils ne le connaissaient pas réellement. Mais ça les confortait eux, mais moi, ça me confortait pas. Parce Oui. qu'on le voit, parce que on avait dans je ne fonctionnais pas, moi, avec le biais cognitif à ce moment-là. Donc obligatoirement, j'avais Alors, tu fonctionnais avec un certain certains biais biais cognitifs et pas cognitif. le même que la Alors, personne. on peut pas opposer les biais Mmh. parce que, ça s'oppose pas, mais c'est-à-dire que toi, là, tu étais dans une situation, ce qu'on appelle, tu étais dans un biais d'ancrage. C'est-à-dire que ta première représentation Mmh mh. donnait beaucoup plus de poids et d'importance pour toi parce qu'il allait, par exemple, ne pas confirmer. C'est-à-dire qu'il y avait une dissonance cognitive entre ce que la personne dit et ce qu'elle représente et ce que toi tu perçois. Mmh. Et donc, du coup, il y a un décalage. Un décalage est là, dans ta prise de décision, parce que le biais cognitif, il joue un rôle énorme dans la prise de décision. Euh, eh bien, en fait, comme le doute ou ah, il manque un truc, voilà, tu sais pas comment trop l'exprimer parce que il y avait une différence, ça va avoir plus de poids et ça va emmener ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Et dans ta prise de décision, malgré que le gars il coche, malgré que il ait eu un discours qui allait vers toi, Mmh. on va pas prendre la décision. En fait, un biais cognitif, c'est pareil, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste de comprendre comment il s'articule dans notre prise de décision. Il y en a beaucoup des biais cognitifs, Jean-François, ou pas? Ouais, il y en a beaucoup. Alors j'ai pas le nombre, mais Il y en a 180. 180. Donc voilà, Ils il ont y en a été répertoriés, pour la première fois dans les années 70. C'est pas très, très vieux, hein, quand on regarde, hein. Ils ont été identifiés. En gros, pour faire très simple, c'est un raccourci mental Mmh. que notre cerveau utilise pour tracer l'information plus rapidement. Là, tu nous l'as dit, en fait. Tu as vraiment expliqué le fait de dire: «J'avais pas l'information», donc il y a un raccourci qui se crée. C'est ça, pour éviter l'erreur ou Moi, j'ai un exemple, généralement, souvent quand on disait c'est subjectif ou
le feeling et voilà, la poignée de main, voilà, on se dit: «Ah bah non, ça c'est une poignée de main qui est molle, il va être mollasson au travail», voilà. Tu vois, c'est l'ancrage qu'on fait par rapport à la première information qu'on perçoit et voilà et ça donne sur des décisions ultérieures, on se dit: «Ouais, c'est ça, mais bon, tu sens vraiment que ça va coller avec nous?» Parce que là, en fait, on retombe dans le premier, celui Mmh. de confirmation, en OK. fait. C'est-à-dire que tu t'es fait une représentation. Mmh. Alors, très souvent, on a une représentation dans le recrutement, mais partout, en fait. C'est-à-dire, même au quotidien. Mmh, mmh mh. Quand vous rencontrez quelqu'un, on s'est fait une représentation et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, eh bien et ça a autant de poids. Ce que vous vous imaginez dans la tête sur une situation et ce que vous voyez réellement, en plus, il y a une exposition qui est supérieure. C'est-à-dire qu'on va se refaire 15 fois la scène dans notre tête. Donc notre cerveau va prendre tout ça en compte et puis au moment où tu vas le faire à la main, toi tu voyais, quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'est arrivé, la semaine dernière quand on a testé le jeu. Rappelez-vous ce qui s'est passé Oui, avec, Olivier. ouais, tout à fait. Tu pensais que c'était la personne qui arrivait? J'étais complètement perdu Ouais. parce que j'étais dans un biais de confirmation. C'est-à-dire que j'essayais de confirmer une information n'ayant pas le visuel, Mmh mh. heu et en plus, on m'a placé une information qu'il était barbu et là, j'ai un barbu qui arrive, j'arrivais plus à savoir qui était qui. Donc j'ai dû prendre un recul. Donc là, heu, on va dire que je suis sorti du jeu, enfin de la situation, pour prendre de la hauteur, pour recapter de l'information et savoir qui était qui. Et ça me l'a refait l'après-midi. Parce que l'après-midi, on était en entretien avec, Olivier Mmh. et donc sur son profil LinkedIn, il n'y avait pas de barbe. Oui. Et là, à un moment donné, mon cerveau m'a dit une phrase complètement débile: Viens de le «On parle bien avec la bonne personne ou pas là?» C'est ça. Et c'était très drôle à vivre parce que j'avais beau avoir la personne en face de moi et passer quand même, quasiment 4 heures avec lui le matin, Mmh. je cherchais la confirmation, en fait. Et là où les personnes, je pense, peuvent se poser la question aussi, c'est comment on peut distinguer, par exemple, un biais de confirmation et le biais d'ancrage? Parce que souvent, bah, il me semble, en tout cas, à ce qu'on vient de se dire, qui sont proches. Alors ils sont proches, le biais, d'ancrage, lui, il va donner c'est ce que j'ai vécu quand tu m'as dit: «Il est barbu». Mmh. Bon, alors on va se marrer 2 secondes parce que cette phrase, il manque un index de référence. Comment? Qui? 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 Mmh. J'avais pas le qui. Mmh. Il est barbu. Qui est barbu? Paf! Un barbu arrive. Bah non, c'est pas la femme à barbe. Ah oui, mais moi je l'avais pas vu. Donc du coup, bah, moi, là, je tombe dans ce qu'on appelle un biais de confirmation. Je cherche à confirmer. Confirmer que c'est la bonne personne. Mais derrière, si on prend un peu plus de recul pour faire la différence, le biais d'ancrage, c'est ce que Sabine a vécu. C'est-à-dire que elle cherche dans son expérience interne, à elle, l'information en plus de poids. OK. Et donc du coup ça biaise le truc. C'est par exemple la fameuse phrase qu'on va se dire: «Non, c'est pas le bon. Mmh. Il me dit pas ce que je veux». Donc c'est un tri en interne, à l'intérieur de nous. Donc ouais, ce qu'on disait, c'est que le biais cognitif, sauf contre, c'est un raccourci mental qui Oui. permet de traiter l'information plus rapidement, mais pas forcément de manière objective, finalement, du coup. Donc Ah bah et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, on doit prendre des décisions super vite, avec, une société qui va à 3000 à l'heure, Mmh mh. des réseaux sociaux, ne pas identifier nos propres biais, ceux qu'on va utiliser, c'est prendre des décisions basées sur des illusions, hein. On va oui, parce que tant qu'il y a pas de prise de décision, pourquoi pas? Donc là, on dans vit toute l'exemple la que dans l'exemple que je donnais, il y avait pas de décision, à mmh, part savoir à qui réellement je parlais. mmh, Mais comme je connaissais pas les gens, Les personnes. Mmh. voilà, c'était plutôt rigolo. Mais si je dois prendre une décision et que j'ai pas, intégré un petit peu, l'habitude que j'ai de fonctionner, parce que ce n'est qu'une habitude. Et le docteur Richard Bandler nous explique que connaître ses habitudes, connaître, ses routines, c'est aussi,
décider de faire autrement. Ça permet de prendre des meilleures décisions. On a déjà expliqué un peu ce que c'était que les biais, mais il y a quand même une statistique, Jean-François, sur le biais cognitif de confirmation. Oui. Alors, nous avons 3 fois plus tendance à chercher des informations qui confirmeraient nos croyances plutôt que celles qui les remettent en question. Donc la définition du biais de confirmation, pour être très, très, très précis, nous pousse à privilégier les informations, qui vont dans le sens de nos idées. Voilà, on va pas questionner nos idées, voilà, on prend telles qu'elles sont et à ignorer celles qui contredisent nos idées, nos croyances, en fin de compte, qui sont bien présentes chez nous. Alors j'ai un petit quiz, Ah, Vas-y. ça, c'est bien. un petit quiz. On gagne quoi? À votre si vous répondez à toutes les questions bien, Oui, je alors vous on va do avoir un je peu vous de dirai chocolat? quoi? D'accord. Peut-être un bout de chocolat. Ah! Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Dans quelle situation ce biais de confirmation font un bordel de dingue? Je vous donne juste un indice, ce n'est pas dans le monde de l'entreprise. Bah, c'est une bonne question, Ah oui. Julien. Julien Lepers. Ah oui? C'est pas Personnellement? Ah oui? On y est tous au moins tombés plusieurs fois. alors comme ça, ben, je donne, Eh bah, dans les engueulades, D'accord. avec son compagnon et sa compagne, d'accord. on vient chercher Et à la confirmer. confirmation. Et vous savez le: «Ouais, bah, de toute manière, j'ai toujours tort» ou de tout machin, de puis c'est: «Tu me reproches toujours la même chose». Qu'est-ce qu'on fait? On vient confirmer, c'est-à-dire qu'on vient distordre ce que la personne a dit Mmh mh. en disant: «Bah, tu vas bien?» Et bim. Et là, en fait, on se rend compte que c'est truffé de confirmation. Et donc du coup, je vous en avais déjà parlé, c'est aussi, bah, du coup, derrière, ce qui se passe, c'est qu'on met la personne dans un corridor à culpabilité. On emmène on l'emmène à culpabiliser par la confirmation. Donc ça veut dire que si je fais pousser quelques antennes dans des situations un peu touchy en entreprise où il y a des réunions un peu animées, est-ce que ça serait pas le moment de quitter ce biais cognitif-là pour revenir sur des faits et non plus des interprétations et des jugements? Et comment tu fais? Eh ben, revenir sur les faits. Oui, mais revenir sur les faits, par quel, mécanisme? Parce que, je me dis, étant bloqué sur un biais de confirmation, Mmh? il faut vraiment, contrecarrer cela pour, arriver à ce que tu dis. Eh bien, le truc qui arrive tout de suite, c'est que l'effet du biais de confirmation, ça va être une interprétation et un jugement. On va aller juger la personne. Mais quand on juge, on n'est pas sur des faits. On va revenir sur les faits. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Quel était l'objectif? Quel est le but à atteindre? C'est quoi ce qu'on a dit comme indicateur pour atteindre la sortie de cette réunion? Esprit critique Esprit critique, et on revient sur des faits. sur des faits, que du factuel. Sinon, ça part. Et regardez, là, vous pouvez juste prendre 2 secondes pour imaginer des situations que vous avez vécues en entreprise. 9 fois sur 10, on était complètement en dehors du sujet. En fin de compte, ouais, on donne pas en fin de compte Oui. de réalité de faits réels Oui, à ce qu'on avance, oui, à ce qu'on raconte. En fin de compte, c'est-à-dire que voilà, on dit, tiens, en fin de compte, lui, il a fait, ben, je vais dire comme ça, il a fait de la merde. oui. Mais c'est quoi? Il a fait de la merde Mmh. À par quoi? rapport à quoi? Par rapport Et à c'est quoi réellement, en fin de compte, ce qu'il a fait? Et il a pas bien travaillé, il a pas atteint l'objectif, mais quel objectif? Et est-ce que c'était, voilà, des faits, ouais, d'esprit critique et puis qui permet donc, de changer nos croyances aussi. Parce qu'automatiquement, on reste sur une croyance de: «Ouais, de toute façon, comment c'est qui? Ah, c'est Julien, ouais. Voilà, Julien, voilà, on sait très bien que Julien, il est comme ci, il est comme ça, donc Voilà. ça peut marcher». Regarde, il arrive, 2 Voilà, minutes en retard, voilà, tac, bim, tu vois bien, tu peux pas lui faire confiance, tu peux exactement. et voilà. Et là, on vient confirmer. Donc du coup, bah, c'est de remettre, heu, en fait, on doit réactiver un esprit critique et surtout, le deuxième outil, c'est de challenger ses propres croyances. Qu'est-ce que je crois dans cette situation-là? Et de l'écrire sur un papier. Mmh. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Quand, on était en train dans une précédente vie, professionnelle, je devais, réorganiser, une usine parce que c'était un peu le bazar et à un moment donné, j'ai écrit mes propres croyances.
parce que bon, il y avait quand même des gros zéros à mettre au bout, Mmh. et j'ai écrit. Et là, je me dis: «OK, donc je crois ça. Maintenant, je vais aller le vérifier». Et et surtout, ça m'a permis d'éviter de faire des bêtises. Je reviens, en fin de compte, bah, ça c'est une idée qui me vient, c'est par rapport, aux biais de confirmation. Ça peut aussi, dans le recrutement, amener, non, je sais pas si ça peut amener une conséquence, de précision discriminatoire, Ah finalement. bah si, Ah si, Ah bon? complètement, si moi je l'ai déjà complètement, vu, hein. mais dans les 2 sens. Mmh. Mmh. Dans les 2 sens, Oui. c'est-à-dire positivement Mmh. ou négativement. Mmh. C'est-à-dire qu'on va, s'envoler avec un candidat. «Oh ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça», et en fait, on est plus sur les faits et sur l'esprit critique, et ou alors on va aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va complètement blacklister un candidat, et ça nous est tous arrivé. Mmh. Oui. Moi j'en ai, dans les 10 premières secondes. J'ai déjà pris ma décision. Non, parce qu'il vient de telle école, il a fait telle formation avec Mais même machin, pas, c'était le pass comme on parlait de la poignée de main, mais le passage de la porte. Le passage à l'action, en fait, quand tu le reçois. Donc c'est de revenir sur cet esprit Voilà. critique pour éviter toute Mmh. interprétation, tout jugement, et revenir sur, bah, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait? pour éviter les raccourcis, en fin de Mmh, compte, mmh, Ah dans la oui, prise oui, de oui, oui, décision. oui, et on le voit dans le recrutement. C'est, parce que le recrutement, c'est un sujet qui est tendu, c'est un sujet qui est important. On a fait beaucoup d'épisodes dessus, mais des fois, c'est aussi la solution miracle. On va aller recruter. Il faut recruter. Mmh. Ce fameux «il faut». Je mais pense qu'on va pourquoi? faire un Mmh. un épisode dans quelque temps sur, est-ce que c'est nécessaire d'aller recruter? Est-ce que c'est clair pour vous ce 1er biais? Oui, là, c'est plus Beaucoup clair. plus clair. Je pense que la solution, c'est qu'à un moment donné, comme si on prend le sujet du recrutement, parce que c'est un sujet Mmh. aujourd'hui, critique, c'est de dire, je passe le recrutement et tout, et à un moment donné, je pense que j'ai une checklist à la fin. Bah, si j'ai voilà, un tips, c'est j'ai une checklist, et puis, on a dit l'esprit critique, factuel. Est-ce que ça il a? C'est que ça? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Pour éviter le raccourci de, voilà, bah, je l'ai pensé comme ça, je pense que. C'est voilà, c'est factuel, est-ce qu'il casse, les. Et puis le 3e tips qu'on peut donner, c'est aussi d'aller confronter les visions, de Aussi. laisser la personne expliquer sa Mmh. propre vision sur le poste. Ce qui nous permet de quitter, nos croyances, en fait. Et puis aussi je pense qu'aussi, en termes de, si on reste sur le recrutement, c'est aussi de partager. C'est-à-dire que Oui. partager les regards, hein, de l'intelligence collective dans un processus de recrutement. Je pense que, Mmh. c'est quelque chose qui peut, en tout cas diminuer, parce qu'on aura toujours des biais cognitifs, parce qu'on Toujours. tout le monde en a. Mais par contre, on peut réduire en fin de compte Mmh. son impact sur la prise de décision. Le 2e biais cognitif qui est intéressant d'aller explorer, c'est l'effet d'ancrage, en fait. L'effet d'ancrage, c'est notre première impression qui influence 81 des décisions que nous prenons ensuite. Et je te remercie, Sabine, parce que du coup, bah, tu nous l'as réexpliqué. Alors, on vous referai un petit, Excusez, on arrive. de 3 ou 4 minutes. Sabine nous a réexpliqué. Ah bah, je sais au bout de 10 secondes. C'est ça. Ouais. C'est malheureux à dire parce qu'avec le recul aujourd'hui et pourtant j'ai quand même fait du recrutement pendant presque 10 ans, certains candidats, je pense que je leur ai pas donné la chance, juste parce que pour moi, ils ne correspondaient pas au dynamisme que j'attendais Ah non? et ça, c'est dans les 10 premières secondes. En fait, l'effet d'ancrage, c'est on se fie à une information, mais de manière excessive dès la première information. Mmh. Hem, alors, c'est pas dans l'épisode là, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on appelle le biais cognitif de rémanence. Le biais cognitif de rémanence, c'est-à-dire que, eh bien, imaginez une boucle. Mmh. Donc, la première information a plus de poids, et puis, dans la situation, c'est celle qui va avoir le plus de puissance. Donc, la rémanence va emmener aussi à biaiser encore plus ça. Donc, si on commence à se fier à ça et qu'on sait que c'est excessif, ça va complètement erroner, heu, de façon totalement incomplète, et ça va, comment l'expliquer simplement? Ça va biaiser dans une direction, et on va dire: «Ah non, c'est pas lui qu'il nous faut». Ça vous est jamais arrivé
de regarder un film ou de regarder, juste l'affiche du film. Mmh. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Comme un livre, tu lis juste Même derrière, même voir le titre. Le titre? Oh non. Ça, c'est pas non, ça, je veux pas de ça parce en que objectif. ça va me ramener des fois à des choses que j'ai pas envie de voir. Donc alors que ça a aucun rapport avec Ça n'a le film. aucun rapport. C'est ça. Et donc mais ça, par contre, ça reste ancré, donc le film, bah, celui-là, c'était très bien, mais je passe dessus pour pas regarder. Voilà. Parce que je suis resté sur l'image de l'affiche. Ça m'arrive, ouais. Et moi, j'ai mis 10 ans à regarder un film Mmh. C'est ça, et qui était top. c'est ça. C'était pas le bon moment. C'était pas le bon moment. Il y a un autre biais qui est vraiment intéressant et je vais te laisser, l'expliquer, Sabine. Celui-là, je l'aime bien. Ouais, celui-là, je sais que tu l'aimes bien. Celui-là, je l'aime bien. J'en ai d'ailleurs fait un post sur LinkedIn. C'est, le biais à l'aversion de la perte. Nous avons 2 fois plus peur de perdre quelque chose que de gagner l'équivalent. En gros, l'aversion de la perte, c'est que, on va éviter de prendre le risque de gagner. Voilà ce que moi j'en ai C'est ressorti. ça. Et effectivement, on va plutôt dire: «Non, j'y vais pas», alors que c'est juste, une fois de plus, un biais qui est posé, qui est l'aversion à la perte, alors on peut gagner, mais on va se dire: «Non, on va perdre». Et je trouve ça dommage voilà, c'est un des biais qui est le plus bloquant dans le développement d'une entreprise, dans le développement de compétences, dans plein de choses, en fait, où on pourrait avancer, mais non, ce biais-là nous stoppe, assez rapidement. J'adore aujourd'hui parce qu'en fait, tu nous donnes plein de tips et je vous invite à regarder C'est cet bien qu'on est épisode. réveillés. J'adore parce que du coup, elle nous explique même, avec ces mots, quel biais fonctionne en premier chez elle. C'est bien, hein? Ah oui, mais c'est top. Et en fait, on est tous Appelez-moi quand vous câblés. avez besoin. Voilà, on est tous câblés différemment et donc effectivement, la version à la perte nous pousse à éviter le risque, mais même quand il est bénéfique, en fait. Voilà. Et on voit plein de décisions. Toi, tu en as vu Ah oui, plein? oui, oui, des décisions, alors souvent, moi, j'ai des décisions par rapport à, par exemple, des produits. Donc quand on a une multitude de produits, et on se pose pas la bonne question, savoir si tiens, ceux-là, on sait très bien que, bah, il faudrait quand même les lâcher, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Si on arrête de se faire ces produits qui sont pas rentables, mais qui donnent du chiffre, mais qui sont pas rentables, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait, mais si jamais on prend la décision d'arrêter, qu'est-ce qui va se passer? Et on prend pas la décision. Et ça, c'est la Et ça, version, ça, on c'est préfère, catastrophique. voilà, on préfère ne pas prendre une décision, plutôt de prendre une décision qui va, de toute façon, va être gagnante pour Mmh mh. l'entreprise, mais on la prend pas parce qu'on a peur on a peur d'y aller. Et c'est de se dire, heu: «Je suis dans l'espoir d'un gain potentiel, donc je n'arrête pas». Mais en fait, on se rend compte, 9 fois sur 10, Mmh. le fait de pas arrêter fait que je perds encore plus. On est dans une hypothétique. On est encore dans une illusion, là. Ah bah là, on est complètement dans une illusion d'un gain hypothétique. Mmh. Et là, ça, c'est dangereux. C'est dangereux, surtout aujourd'hui, hem, d'avoir enfin, si j'ai pas cette capacité de m'arrêter, d'abandonner quelque chose, je parle bien d'abandonner, hein, heu, enfin, je vois le nombre d'entreprises quand tu dis, par exemple, un produit ou un process ou dans un recrutement: «Non, lui, il laisse encore une autre chance». Ou on a un gars en poste, toi, tu l'as fait énormément, Oui. heu, de le laisser. Non, il va se réveiller. Ouais, on laisse, le temps faire et puis on se dit: «Non, Et non, c'est mais» encore ouais, pire. c'est encore pire. C'est encore pire parce que du coup, on perd du temps, on est frustré, on perd de l'argent, ça va générer encore un autre recrutement, mais pendant ce temps-là, on n'est pas présent sur le marché. Enfin, c'est catastrophique. Et surtout quand on se dit, à la fin, on arrive à le faire, hein, on se dit: «Ah ouais, Ah si oui, j'avais su, je l'aurais fait Fais vachement plus vachement tôt». plus tôt. Et là, on se dit, à fin de compte, ouais, la prochaine fois, je vais peut-être réagir différemment lorsque une situation qui va se représenter de ce type-là, où à un moment donné, ben, faut prendre la bonne décision et à un moment donné, il va falloir aussi là prendre du recul Mmh.
Parce que souvent, c'est des décisions stratégiques, hein. Je veux dire, un recrutement, un produit, voilà, un processus qui fonctionne pas, bah, ça désorganise tout le reste et bah, à un moment donné, il faut se positionner pour, prendre une bonne décision. En gros, c'est savoir abandonner, C'est ça. même quand ça fait mal. Abandonner, c'est avancer, voilà, De toute façon, on ne perd jamais. Très rarement, Ah non, à partir du moment où on a bien analysé les choses, même si on a ce biais qui est très présent, une fois qu'on l'a passé, mais une fois on qu'on a gagné. a compris qu'il foutait le bordel chez nous, Voilà, on a gagné, il faut obligatoirement. il faut pas se reposer la question 10 fois, Il y a là, pas faut de prendre une décision, on prend la décision. donc qu'est-ce qu'on fait? On revient Mmh. On vers quelque chose de factuel. factuel. Jean-François, il y en a un 4e là, le biais de statu quo, c'est quoi? Alors le biais de statu quo, bah, j'ai déjà commencé par une statistique, hein. C'est voilà, 70 des dirigeants préfèrent maintenir une situation existante, même si une alternative plus efficace, existe. Donc ça pousse à éviter le changement. Donc voilà, c'est ça le biais de statu quo, même si le changement serait bénéfique pour le dirigeant et pour l'entreprise, hein. Donc c'est comme ça qu'on décrit le biais de statu quo. Donc c'est vrai que, il peut se rapprocher, mais en tout cas moi j'ai le genre je fais l'analyse, c'est qu'on peut le raccrocher aussi à la version à la perte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en restant bloqué sur avec le biais de statu quo, ça peut amener aussi, alors c'est vrai qu'on ne veut pas opposer les biais, mais ils peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment Ah bah, donné, les 2 jouent dans la les 2 Mmh. jouent dans la même cour, hein. Je pense, le biais de statu quo et le biais de la version à la perte. C'est comme on prend pas de décision, on reste sur une décision, enfin sur une position, même s'il y a quelque chose d'alternative qui est meilleur, parce qu'on veut pas aller vers, on va plutôt éviter de. voilà. On va plutôt éviter de, à la place d'aller vers, qui est quand même le plus bénéfique. Parce qu'on On pourrait dire que le 1er biais cognitif qu'on a vu, d'aversion à la perte, c'est, on va être en mouvement, on va mmh, bouger, on va faire encore plus, on lance une nouvelle agence, l'agence ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, on continue Mmh. jusqu'au bout parce que OK. ça va gagner, ça marche et on est dans le mouvement. Le biais de statu quo, on n'est pas dans le mouvement, on est arrêté, on bloque le changement. Mmh. C'est-à-dire et non, non, il faut passer par cette étape. Tu peux pas comprendre, il faut passer par ça, on a besoin de te faire ça et là, c'est compliqué parce qu'on se heurte à des croyances énormes. Le monde change, je peux évoluer, prendre Mmh. du retard. C'est aussi se cogner des croyances assez existentielles sur nous. Rester Enfin, dans cette zone de confort ouais, qui, est inefficace, quoi. voilà. Bah, on peut aussi dire, bah, on a toujours fait comme ça. Je veux dire, c'est aussi dire, on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Tiens, quiz. Ah, Quelle ouais. génération est hyper impactée par ça? Quelle Ah, la génération? génération Z, Voilà. ouais, eux, ils sont impactés. Là, les nouvelles générations disent: Mmh. «Ben, on a toujours fait comme ça, pourquoi ça changerait?» Et pourquoi eux, ils veulent qu'on fasse autrement, les jeunes? Ben, pour changer quoi? Parce que ça fonctionne, nous, ça nous va. Voilà. Nous, ça nous va, Mais ça donc correspond pas à leur, biais à eux, en fait. Ah bah, c'est Si on que est cette sur une génération opposition, ouais. précédente est en opposition Mmh. avec et en fait, il y a une espèce de statu quo, c'est avec un truc qui est assez tranché, Mmh. c'est la et de génération Z. toute façon, t'inquiète pas, ouais, de toute façon, ouais, comme tu dis, c'est les jeunes, donc eux, ils pensent comme ça, nous, on va penser comme ça. Mais on reste, voilà, on reste avec la frontière entre les 2 et puis Mmh. on bouge pas. Et pour terminer, il y en a un qu'on n'entend pas souvent parler et celui-là, je l'avais mis en avant parce que quand on prend des décisions, celui-là, il est assez caustique, et Sabine, je te laisse le présenter celui-là. Nous avons 75 plus de chances d'être influencés par, l'avis majoritaire, même si nous savons qu'il est erroné. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que, ça s voilà, moi ça c'est un peu flou pour moi là. Celui-là, il est charmant, je l'aime bien, surtout quand moi j'interviens en entreprise, en résolution de crise, où on doit Mmh. prendre des décisions. Mmh. Je vais pas m'attacher à ce que disent les gens. En C'est en égo en égo. en égo, c'est Je vais pas du mmh, tout m'attacher à ce qu'ils vont dire. Je vais m'attacher à leur première réaction. Très rapidement, je vais leur demander de voter. De voter sur quelque chose. Alors ça peut être quelque chose de banal.
Tiens, par exemple, on va voter, tiens, la sortie de cette crise, est-ce que vous estimez qu'on va la faire en 1 journée ou en 2 jours? Je m'en fous de la réponse. Par contre, ce que je vais regarder, c'est le comportement des gens. Est-ce qu'il y a ce fameux coup d'œil sur le De ce que côté pensent les autres. et d'essayer d'aller chercher la réponse de Jean-François, la tienne, la réponse de Laurent qui est derrière la caméra, qu'on remercie aujourd'hui, qui nous accompagne dans ces podcasts et du coup, je vais me rallier au groupe pour prendre ma décision. Alors imaginez juste que pendant cette décision, ils sont tous comme ça, voilà, c'est rare. Mais là, en fait, très rapidement, on voit comme s'il y avait une courbe et là, d'un coup, hop, ça va redémarrer de l'autre côté et en fait, on va se rallier à l'opinion du groupe. Ou en fin de compte à non prise de Alors, ça peut aller dans la non-prise la de non prise de décision. décision dans la mesure où en fin de compte, moi j'ai vécu régulièrement en comité de direction, où il y a voilà, il y a une décision le directeur il lance un truc, et voilà, il y a une décision qui a été prise et il veut l'avis du comité de direction, donc il y a toujours un qui va prendre la parole parce que, il est plus à l'aise ou c'est dans son domaine d'activité et les autres, ils vont pas réagir. Donc qui dit mot consent, comme on dit Mmh, mmh mh. et la prise de décision, elle est basée sur une personne, en fin de compte et pas sur le collectif, pas sur chaque personne. Ben, Il y a ça, il y a mais ça. et puis il y a l'effet, vous l'avez déjà vécu ce truc-là. C'est, il y a une personne qui va dire quelque chose, qui va dire: «Bon, de toute manière, Jean-François, Céline, C'est le premier qui part. on prend la décision. Hein, on est Ouais. d'accord? On est tac, tac. Mmh. OK, on décide ça». Et là, il y a une personne qui dit quelque chose et puis il y a une autre qui dit, «Ah ouais, mais machin», qui va corroborer les dires machin, puis une troisième, une quatrième et au final, on était d'accord qu'on passait la décision et elle est pas passée. Et bien ça, c'est vraiment le biais cognitif de l'effet de groupe. C'est-à-dire qu'on pouvait être d'accord, mais qu'à la somme en face, ils avaient un argument plus fort, on va se référer à l'argument plus Ouais, fort OK. et là, en fait, on est dépossédé de notre décision. Donc il faut faire très attention parce que, en fait, un bon leader, un bon décideur, il doit encourager la diversité des opinions pour ne pas suivre la foule aveuglément. En gros, l'effet de groupe, c'est le mouton. Mmh. Il y a un mouton qui part, tout le groupe suit, et donc parce que le groupe a suivi, eh ben, l'arrière continue de suivre. Tu l'as dit tout à l'heure et je te rejoins là-dessus, j'ai eu des exemples de situations de crise, en termes de négociations collectives avec les syndicats et puis, Mmh. lorsqu'on a un mouvement de grève, par exemple, il y a une personne qui anime, ce mouvement, cette situation de crise et dès lors que, il a plus l'adhérence du collectif, parce que si c'est lui qui anime le collectif, on sent bien que voilà, il faut, faut sortir en fin de compte cette personne-là de son collectif et puis, discuter, à négocier avec, voilà, en face à face pour sortir voilà, ce biais de voilà, du collectif, donc de la prise de décision collective. Alors moi, la question que j'adore poser quand je me rends compte que je suis face à ce biais, c'est de demander aux personnes qui ont voté de me donner leurs critères, à eux. Et pas le critère de Jean-Marie ou de David ou de Cécile. Sur quoi vous avez basé votre décision? Leur fondement. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a rien derrière. Très souvent, Mmh. ça s'écroule. Donc du coup, on va aller forcer des opinions diverses, on va aller multiplier les angles de vue, et en fait, on va se rendre compte que ça s'écroule. Donc voilà, c'est un épisode assez dense. On va conclure. Je pense qu'on l'a vraiment bien, bien développé celui-là. Et donc du coup, Jean-François, je vais te laisser conclure parce que ça te Alors, plaît. ce que la conclusion, c'est que nos décisions sont régulièrement influencées par, des facteurs invisibles, et donc ces biais cognitifs bloquent notre prise de décision. Hem et donc il est essentiel de prendre conscience que ces biais, il faut je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre conscience que ces biais cognitifs bloquent notre prise de décision et heu et que voilà et lorsqu'on en a pris conscience, ça réduit nos erreurs de nos erreurs et nos prises de décision.
Hem et donc on estime ça à peu près à 30 dès lors qu'on prend conscience, que c'est biais cognitif de ces biais cognitifs. Donc ça permet d'avoir des précisions stratégiques Plus simple. plus factuelles, on va dire et plus alignées avec, nos besoins et je finirai par une citation: «Le premier pas vers une meilleure décision, c'est de comprendre comment on se trompe». Voilà. Voilà, donc c'est vraiment analyser, nos biais et puis, rester sur du factuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des mécanismes invisibles qui tournent en automatique chez nous. On va avoir des habitudes d'aller vers certains ou d'autres, d'apprendre à jouer avec et de les découvrir, pouvoir les nommer pour pouvoir mieux décider, s être moins manipulé par ces spectres-là, en fait, ces distorsions, pour nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et Mmh. de revenir vers le factuel, en fait. Voilà. Moi, j'étais ravi de faire cet épisode avec vous. Il était très dense, celui-là. Mmh. Je vous invite tous ceux qui nous écoutent à le réécouter parce qu'on a donné beaucoup d'exemples, on a détaillé ces 5 biais cognitifs. Posez-nous toutes les questions que vous avez besoin. Si vous avez besoin qu'on creuse encore le sujet, on le fera avec plaisir et on vous dit à très bientôt. À très À bientôt. très bientôt.